Bonjour et bienvenue sur la chaîne J'affiche complet, la chaîne qui aide les loueurs saisonniers, les sous-loueurs professionnels et les conciergeries de location saisonnière à devenir des entrepreneurs sereins et ultra rentables. Mon invité d'aujourd'hui n'avait en poche, c'est ce qu'il m'a dit, qu'un diplôme de natation de 40 mètres dans sa jeunesse. Il n'a pas eu de diplôme et pourtant c'est un entrepreneur persévérant. Il m'a raconté son parcours et vraiment j'étais épatée, rien ne l'arrête. C'est quelqu'un qui a fait plusieurs métiers. Il a commencé à créer des restaurants, plusieurs restaurants, puis il les a revendus. Il a travaillé en achat-revente de voitures. Et puis, sur un coup de tête, sur quelque chose qui n'était pas prévu, il est devenu agent immobilier à succès pour finalement créer sa société en immobilier. Il est aujourd'hui investisseur IMO et son parcours, vous allez voir, est intéressant. Il achète 7 appartements en même temps, tout simplement. Il est co-créateur de la société, cofondateur et co-dirigeant de la société Réseau ICM. On va en parler, vous allez voir. Une société qui fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires actuellement et qui a 25 personnes dans son équipe. Je suis ravie de t'accueillir, Alexandre, aujourd'hui. Bonjour, Alexandre Siric. Bonjour Élise, merci beaucoup pour cette invitation. C'est un honneur d'être avec toi. Effectivement, tu as bien résumé mon parcours. Je pars avec pas grand-chose. En tout cas, j'arrive dans l'immobilier avec aucun bagage. Je n'avais pas de diplôme. Alors, c'est dorénavant chose faite. À l'âge de 32 ans, j'ai entamé une validation des acquis de l'expérience. Forcément, au moment de la création de la société ICM, j'avais une expérience en tant qu'agent immobilier salarié et j'ai fait une validation des acquis pour aller valider un diplôme qui est le BTS Profession immobilière et qui m'a permis d'aller chercher une carte transaction, bien évidemment, pour exercer en tant que chef d'entreprise dans l'immobilier. Voilà. Donc, j'ai de nouveau, ça y est, un diplôme en plus de ce brevet de natation que je mentionne pour rigoler, pour l'anecdote. Bon, écoute, félicitations. Mais après, je ne pense pas que tu avais besoin de ce petit bout de papier pour, alors oui, après, pour les papiers, pour pouvoir exercer, mais je pense que rien ne remplace l'expérience que tu as cumulée pendant toutes ces années. Et du coup, d'ailleurs, pour ceux qui ne connaîtraient pas, est-ce que tu veux nous partager ton parcours, ton parcours? Bien sûr, avec grand plaisir. Alors, mon parcours dans l'immobilier ou mon parcours professionnel dans l'ensemble? Comme tu veux. C'est toi qui vois. C'est Bon, toi qui me alors dis. je vais parler principalement d'immobilier. J'ai commencé à l'âge de 27 ans, j'ai mis un pied dans l'immobilier. Euh, je voulais devenir agent immobilier parce que de l'extérieur, bah, beaucoup le savent, enfin ça fait envie à beaucoup de personnes. L'immobilier, c'est une profession dans laquelle il y a beaucoup de turnover parce que de l'extérieur, eh bien, ça donne très envie. Et ça a été mon cas aussi. J'ai été un petit peu ébloui par des amis agents immobiliers, par des connaissances qui étaient dans l'immobilier, qui avaient de la réussite. Alors forcément, l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Et de l'extérieur, on pense que tout est rose et que tout est simple. Je vais prendre un peu je vais citer un petit peu le cliché, mais de l'extérieur, un agent immobilier, c'est quelqu'un qui, bah, comme moi, ouvre un peu quelques boutons de chemise, fume sa cigarette, roule dans une grosse voiture et puis il gagne bien sa vie. Alors, forcément, en voyant ça, bah, ça m'a donné envie, moi aussi, de me lancer dans l'immobilier. Je me suis vite rendu compte que ce n'était pas tout à fait la réalité, que c'était un métier qui était compliqué, surtout au démarrage. Il faut prospecter, il faut se faire une clientèle, il faut convaincre des personnes de nous faire confiance, alors même que pour ces personnes, quand il s'agit de vendre une résidence principale, eh bien parfois c'est le projet d'une vie, c'est la plus grosse dépense qu'ils ont faite pendant leur existence. Donc c'est quelque chose d'important et il faut inspirer confiance. Et là, bizarrement, on se rend compte que ce n'est pas la chemise ouverte et ce genre d'attitude qui inspire confiance aux personnes. Et en plus d'avoir un travail d'agent immobilier à faire, eh bien, il y a aussi parfois un travail de remise en question à faire pour réussir dans ce métier. Donc voilà, j'avais la chance d'avoir eu des expériences auparavant. Alors, bizarrement, à 26 ans, je redeviens salarié alors que j'avais déjà été chef d'entreprise. C'est pour dire à quel point l'envie de devenir agent immobilier, elle était forte, parce que finalement, on a toujours cette impression de redescendre quelque part dans l'échelle sociale. Mais bon, moi, ça ne m'a pas posé de problème parce que c'était la passion avant tout. Voilà, j'ai mis un pied dans l'IMO, je me suis très vite retrouvé passionné. J'ai vite compris que c'était fait pour moi et j'y suis resté, je me suis acharné. J'ai appris par mes expériences de chef d'entreprise qu'il fallait pas être, qu'il fallait savoir s'adapter en permanence. Et donc, j'avais dû m'adapter en ayant déjà
rencontré enfin, des secteurs en crise, des marchés en crise, des périodes plus ou moins faciles pour exercer en tant que chef d'entreprise dans la restauration, dans les véhicules également. Et donc, j'avais cette faculté à m'adapter assez bien. J'ai réussi à m'adapter très vite, à devenir agent immobilier, à avoir un petit peu de réussite et puis qui s'est accéléré avec le temps. Donc, voilà mon parcours. J'ai commencé agent immobilier, ça m'a passionné. Les chiffres me passionnaient également. Et donc, forcément, à force d'approfondir les calculs pour des clients investisseurs, principalement un client qui est William Meyer, mon associé dans le réseau ICM, que j'ai rencontré quand moi j'étais du côté, William était le client et moi j'étais de l'autre côté du bureau hein, quand il a franchi la porte de mon agence. Je ne vais pas dire que c'était le coup de foudre instantanément, mais on s'est très bien compris parce que moi j'adore les chiffres, parler de rentabilité avec mes clients et lui en tant qu'investisseur, forcément, c'était une approche qui était pertinente. Et puis, il avait peut-être rencontré un agent immobilier qui maîtrisait les notions de rentabilité, de cash flow et tout ce genre de choses en ma personne. Et donc, ça a plutôt bien fonctionné entre nous. Je suis devenu investisseur immobilier quelques années plus tard parce que j'avais vite compris que des clients à moi eh bien, s'enrichissaient en dormant automatiquement et ça m'a donné envie de faire pareil. C'est moi qui leur donnais conseil. Donc, on dit toujours que le cordonnier est le plus mal chaussé. Mais quand même, j'avais envie de prendre ma part du gâteau dans ce monde et d'avoir moi aussi des locataires et du patrimoine qui allait se payer avec le temps par le remboursement des prêts immobiliers. Donc, j'ai sauté le pas, j'ai fait plusieurs acquisitions très vite. J'ai commencé en fait l'investissement en achetant 3 appartements en simultané. J'avais la chance de plutôt bien gagner ma vie, d'avoir une capacité d'emprunt qui était à zéro, une capacité d'emprunt qui était très bonne en fait parce que je n'étais pas propriétaire de ma résidence principale. Pour la petite anecdote, je l'ai été entre deux, mais je suis actuellement locataire de ma résidence principale, toujours dans cette optique de faire baisser mon taux d'endettement et de pouvoir continuer à acheter et ne pas m'ennuyer en regardant un patrimoine se payer tout seul. J'ai toujours besoin d'aller vers de la nouveauté, de nouvelles acquisitions et voilà. Super intéressant. Donc, c'est vrai que tu es investisseur IMO. Je sais, je crois savoir, et tu me corriges si je me trompe, mais que tu as aussi une partie de ton patrimoine que tu exploites en courte durée. Comment tu as fait ce choix de mode d'exploitation qui est très spécial avec ses avantages, ses inconvénients? Est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui nous est arrivé récemment, est-ce que tu le regrettes? Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Alors effectivement, j'ai une partie de mon patrimoine immobilier qui est exploité en location courte durée. C'est tout à fait le cas. Alors, c'est quelque chose que je ne regrette pas du tout, malgré que, comme beaucoup, hein, je suis passé par quelques périodes de doute au moment du premier confinement et je me suis demandé comment l'avenir allait se passer et s'il allait être toujours aussi rose. Je pense que je ne suis pas le seul à avoir eu ce genre de doute et je Ouais. suis passé par ces quelques émotions et en tout cas qui m'ont fait à un moment me dire, bon, j'avais établi pour ma part un espèce de calendrier et puis, je savais que j'aurais dû prendre une décision de revendre si on restait confiné indéfiniment. Bon, bien sûr, ça n'a pas été le cas. Le confinement s'est arrêté. Il y en a eu un autre après, puis qui s'est très vite arrêté également. Et puis, l'activité fonctionnait toujours aussi bien. Elle fonctionne toujours aussi bien, si ce n'est encore mieux qu'avant. J'ai même l'impression. Alors, je ne suis pas les chiffres au jour le jour, mais je pense qu'on a encore de belles années de belles années devant nous pour les investisseurs qui font de la courte durée. Tu m'as posé une question, c'est pourquoi j'ai franchi le pas. Alors, tout simplement, alors, il va y avoir, il y a une partie chiffre, mais il y a aussi une partie d'explication qui va être émotionnelle, en fait, pour ma part. Euh, pour avoir du rendement, pour avoir une belle rentabilité en tant qu'investisseur, il est souvent très compliqué d'aller dans un cœur de ville, d'aller sur des biens patrimoniaux. Et quand on est un petit peu comme moi, amoureux de belles pierres, eh bien, quand on passe dans des centres-villes et qu'on voit des beaux immeubles, parfois haussmanniens, alors moi je suis de Normandie, à Rouen, il y a des beaux immeubles qui ne sont pas haussmanniens, mais à colombage, euh, tout tordus, qui ont des façades qui partent en biais. On a l'impression que l'immeuble est en train de pencher, mais non, il a été construit comme ça. Et il y a des belles couleurs sur les colombages. On va avoir un immeuble avec des colombages rouges et puis à côté un avec des colombages verts et un autre en bleu. Et
Et c'est un peu un décor de carte postale parce que c'est du patrimoine qui est classé. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Bon, bah, quand on doit rénover et qu'on a les architectes des bâtiments de France euh, qui contrôlent ce qu'on fait, c'est pas toujours très facile parce qu'on va mettre un petit peu plus de temps à réaliser les travaux. Mais en réalité, moi, c'était vraiment un plaisir et je voulais avoir du patrimoine qui ressemble à ça. J'avais fait auparavant des colocations meublées dans des secteurs où il y a des universités. Donc, généralement, on est en banlieue, hein, on est dans l'agglomération, mais pas dans l'hypercentre historique des villes. Et voilà, je voulais quelque chose qui soit joli, qui visuellement, qui me fasse dire, ah ouais, ça, c'est un beau bien immobilier. Pour être rentable, je ne pouvais pas louer en nu traditionnel, louer en meublé de longue durée, ça n'était pas des chiffres qui étaient intéressants pour moi. Alors, quand je dis intéressant pour moi, c'est au minimum atteindre un équilibre financier sur une durée d'emprunt qui était de 15 ou 20 ans. Et donc, la courte durée, ça m'a permis d'avoir des rendements supplémentaires et justement de même générer du cash flow dans certains biens. Et donc, j'étais rentable, j'avais un équilibre comptable sur les nouvelles opérations et j'ai pu, alors c'est clairement grâce à cette stratégie de mise en location que j'ai pu acquérir, on peut dire, du beau patrimoine et du patrimoine qui est dans de beaux immeubles et à de belles adresses. J'ai revendu pas mal de choses dans ma vie. Les plus beaux biens, les mieux placés, je les ai gardés. Alors, on dit toujours qu'un investisseur, il doit fonctionner avec sa calculatrice plus qu'avec son cœur. Alors, il n'y a pas que des émotions. Il y a aussi le fait que dans le marché actuel, j'ai conservé jusqu'à présent parce qu'on est sur une évolution des prix dans ces hypercentres. Et disons que je m'enrichis également par de la plus-value latente qui grossit année après année. Et je sais que si je revendais aujourd'hui, je vendrais plus cher que si j'avais vendu l'année dernière ou il y a 2 ans. Donc voilà pourquoi je conserve. Il y a aussi un autre paramètre. Je suis quelqu'un d'un petit peu impatient dans la vie. Il faut que les choses se fassent vite. Et Et tu m'expliquais tout à l'heure. voilà, c'est ça. Et il faut que ça avance un petit peu vite. Regardez, je vais dire mon enrichissement personnel uniquement par le remboursement de la dette. C'est un petit peu comme, alors Warren Buffett prend cet exemple pour le milieu de la bourse, mais c'est comme regarder l'herbe pousser. Il y a des gens qui sont tout à fait à l'aise avec ça. Moi, j'ai besoin de quelque chose qui va un petit peu plus vite. Et donc, j'ai acheté et j'ai accumulé plusieurs biens en location courte durée parce que ça génère du cash flow et ça me génère un cash flow mensuel en plus de l'enrichissement par le remboursement de la dette. Et donc, ça va un petit peu plus vite que regarder l'herbe pousser. Et donc, voilà pourquoi j'ai fait ça. Tout simplement parce que je suis quelqu'un de très impatient. Voilà, Elise. Pour que ça délivre vite, quoi. Exactement. Ok. Après, je comprends aussi le fait d'avoir de la belle pierre, les investissements, même en tant qu'investisseur. Enfin, je sais pas ta posture sur ça, mais ça peut être aussi en grosse partie pour transmettre peut-être aussi un jour quelque chose à ses enfants. C'est sûr qu'on est toujours plus fier de transmettre un très bel appartement de centre-ville avec un caractère historique plutôt qu'un appartement de banlieue hyper lointain, sans charme. Je comprends, tu vois. Tout à fait. Il y a aussi de ça. Alors moi, je suis peut-être un peu jeune. Enfin, je trouve que je suis encore jeune. J'en suis pas. J'ai 35 ans. Je ne pense pas encore à ma succession. Alors, on ne sait pas ce qui peut arriver demain, hein, mais j'en suis pas encore là. Ça n'a pas fait partie de ma réflexion, mais ça le viendra. Ce sera peut-être le cas un jour. Par contre, en tant qu'agent immobilier, je rencontre et surtout j'ai rencontré auparavant des clients plus âgés que moi qui étaient sensibles à ce genre de choses et c'est une réalité. Aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent transmettre un beau patrimoine plutôt qu'un patrimoine rentable. Une belle adresse, un bel emplacement est quand même privilégié par rapport à, je vais dire, un appartement dans je prends le cas extrême, un appartement dans une copropriété qui fait 15 étages des années 70 où il y a une colocation certes rentable, mais les gens qui ont cette réflexion de la transmission ne privilégie pas ce type d'appartement, malgré que sur le papier, c'est plus rentable à l'instant T et elles vont réellement, et je le vois dans l'activité ICM. Auparavant, quand j'étais agent immobilier pour d'autres structures avant de fonder le réseau ICM, je le constatais aussi et c'est une réalité. Ouais.
Alors, tu vois, avec l'expérience que tu as en location saisonnière, je pense que ce serait intéressant que tu nous partages, parce que dans la communauté J'affiche complet, on est soit loueur saisonnier, soit sous-loueur professionnel, soit conciergerie de location saisonnière. À la lumière de ton expérience, qu'est-ce qui, à ton avis, fait qu'une location saisonnière fonctionne bien? Est-ce que tu as identifié des clés comme ça qui ont fait que pour toi, ça a été un succès, par exemple? Alors oui, il y a certaines choses. Euh, L'emplacement est primordial. De ma propre expérience, j'ai vu qu'il ne fallait pas se tromper d'emplacement et que ça allait avoir un impact considérable sur le taux de remplissage. Alors, bien sûr, il faut comprendre que la courte durée répond à, à un besoin de voyageurs. Il faut comprendre le besoin. Alors, ce ne sera pas toujours le même selon les secteurs. Euh, je vais prendre plusieurs exemples. Dans un lieu touristique, il y a un besoin pour les personnes de se loger pendant une période de vacances, qui va être peut-être d'une semaine. Euh, dans dans une zone d'activité où il y a des entreprises, eh bien, on va plutôt répondre à un besoin du voyageur qui est de se loger pendant une nuit, deux nuits, trois nuits, parfois une semaine, parfois même trois semaines pour des personnes qui travaillent en déplacement pour une mission précise et parfois même au-delà. C'est aujourd'hui la typologie de voyageurs que j'ai dans mes logements. Mais à chaque fois, l'emplacement correspond avec un point d'attraction de ces voyageurs. Les gens ne viennent pas que pour le logement, bien souvent. Ils viennent pour une activité ou un loisir. Ça peut être, je vais prendre l'exemple du Stade de France. Il y a même dans le 93 beaucoup de locations courte durée autour du Stade de France qui fonctionnent très bien parce qu'il y a des matchs et on connaît les supporters qui sont prêts à faire énormément de kilomètres pour aller supporter leur équipe et qui ont besoin de dormir sur place après un match. Euh, et donc, il y a un marché qui existe pour les supporters. Alors, bien sûr, dans le 93, il y a beaucoup de sièges sociaux d'entreprises et de multinationales. Donc, ça correspond aussi, quand ce n'est pas les soirs de match, à une clientèle business, à une clientèle affaires. Mais voilà, l'emplacement, alors l'emplacement, il peut être n'importe où, mais on est dans le périmètre d'un autre endroit qui est le point d'attraction. Et ça, il ne faut pas se tromper. Je n'ai jamais essayé de mettre un Airbnb au milieu de nulle part. Alors peut-être qu'il y a quand même une demande et que ça va être dépaysant, mais il y a à un moment un point d'attraction et il faut être relativement proche de ce point d'attraction. Donc voilà concernant euh, l'emplacement. Ouais. L'emplacement, ça fait tout. C'est vrai qu'on a eu ce débat, c'était il y a quelques semaines, je crois. On avait eu ce débat de se dire quand on a une localisation qui est dans la pampa, au milieu de nulle part, on voit qu'il n'y a aucun hôtel, il n'y a aucune annonce. Est-ce que ça vaut la peine ou pas de se lancer? Euh, on avait eu un débat. Je ne sais plus si on était tous les deux du même avis ou pas sur ça, je ne sais plus. Alors, je ne me souviens pas. Tu t'en souviens pas? C'est quand on faisait l'échange sur le revenu management avec l'équipe. Euh, je crois que à l'époque, on se disait, en tout cas, ce qu'on peut partager qui était intéressant, c'est que on s'était dit au final que c'est vrai que bah, c'est ce que tu conclus là, c'est-à-dire que parfois il y a une opportunité, en fait, un endroit où il n'y a personne qui est localisé ici en location saisonnière, ça peut être soit une pépite, soit un flop total. Donc c'est très difficile à déterminer, mais là où je te rejoins à 1000%, c'est que bah, c'est une prise de risque. Et donc, il y a plein de zones par ailleurs où on peut aller, où on sait qu'il n'y a pas de risque parce qu'on est proche d'une localisation avec un vrai attrait. Un vrai attrait quoi. Top. Comment tu as fonctionné quand tu as lancé tes locations saisonnières? Est-ce que tu t'es fait accompagner de décorateurs, de photographes? Quelle a été ta posture sur tout ça? Alors, pour la mise en place de mon ou mes premiers, de mes premières locations en courte durée, oui, bien sûr, je me suis fait accompagner. Alors, bizarrement, je me suis fait accompagner malgré que j'ai une société qui est une société d'accompagnement. Alors, bien sûr, ça n'était pas encore le cas à l'époque. Et encore aujourd'hui, en réalité, nous sommes une société d'accompagnement, mais nous nous faisons quand même accompagner en amont. J'explique. Euh, on est des professionnels de la transaction immobilière sous l'enseigne réseau ICM, mais uniquement de l'immobilier, de la transaction et de l'investissement. Et on se fait bien sûr accompagner dans le sens où on va euh, traiter, on va être le relais avec des entreprises qui vont faire les travaux et dans l'exemple de la location courte durée avec des sociétés de conciergerie, bien souvent.
Alors, lorsque j'ai, moi, réalisé mes premiers investissements, et le conseil que je donne à ceux qui voudraient s'initier, hein, c'est également de ne pas faire avec leurs impressions, de ne pas faire uniquement avec leurs données. Alors, les êtres humains, on a toujours cette faculté de penser que notre intuition est la bonne. Alors ça, c'est selon moi un petit peu des bêtises. En réalité, il y a des experts et il faut se tourner vers les experts pour avoir les données les plus pertinentes. Lors de ma première acquisition, alors je savais, bon, j'ai investi dans le centre-ville, dans le centre-ville de Rouen pour les premiers. Donc c'était un petit peu facile, j'y étais né. J'ai vite compris en regardant moi-même les sites d'annonces qu'il y avait une demande, que des logements étaient loués, qu'ils étaient réservés. Donc, ce n'était pas difficile de déterminer le secteur. Par contre, ce que je n'étais pas en capacité de déterminer précisément, c'était la valeur de la nuitée, le taux de remplissage que j'allais avoir en moyenne. Et donc, j'ai tout simplement appelé des entreprises de conciergerie. Alors, d'une part, parce que j'aurais besoin d'eux ensuite, et je voulais entamer les échanges dès maintenant avec ces entreprises, comparer les devis, avoir le feeling qui étaient les êtres humains qui allaient gérer l'appartement, accueillir les voyageurs. Et donc, je les ai rencontrés. Et en leur indiquant l'adresse, pour certaines d'entre elles qui ont bien voulu se déplacer, eh bien, on a fait une visite de l'appartement alors même que les travaux n'avaient pas démarré, mais ils ont pu se rendre compte euh, de l'adresse exacte, de la luminosité de l'appartement, du vis-à-vis qu'il pouvait y avoir, en parlant de configuration du nombre de couchages. Et puis, parce qu'elles gèrent d'autres logements dans le secteur, elles étaient à même de me dire, ici, on va positionner le prix, et c'était assez précis. Hein. Je crois que le premier, on m'avait répondu à l'euro près qu'il fallait commencer à 65 euros parce que c'était un cas de couchage. Alors, eux avaient en plus des stratégies, et ça, c'est des choses que je ne maîtrisais pas du tout. Alors, ça a peut-être évolué, mais à l'époque, elles me disaient qu'elles allaient augmenter le prix de 1 euro tous les mois au fur et à mesure des mois qui passent et des avis qui sont collectés. Donc, je trouvais ça intéressant et c'est ce qu'ils ont fait après. Et, euh, et donc, voilà. Donc, il faut écouter les professionnels. Et moi, pour ma part, j'ai écouté les professionnels qui m'ont dit à quel prix il fallait positionner. Et donc, euh, parce que j'ai compris la rentabilité que j'allais obtenir, ça m'a aussi permis, lors des achats suivants, de consulter la conciergerie avant même de faire une proposition d'achat et de négocier le prix en fonction des loyers que j'allais percevoir. Euh, C'était clairement des loyers qui m'étaient indiqués par les conciergeries. Et donc, voilà, pour la petite anecdote, aujourd'hui, bien sûr, des agents immobiliers m'appellent pour me proposer des affaires. Généralement, l'agent immobilier, avant même d'aller en visite, je demande l'adresse, la surface, la configuration intérieure. Avec ça, dans la foulée, dès que j'ai raccroché, j'appelle la conciergerie, je leur redonne les éléments et je leur demande clairement, on peut louer combien, quel est le nombre de nuitées qu'on peut espérer louer par mois. Et je pars en visite si vraiment il est judicieux d'aller en visite, tout simplement. Top. Je pense que ça, c'est une force de se dire aussi, ben, je m'entoure d'une équipe, tu vois, et c'est la logique que tu décris là, de dire, ben, en fait, je m'entoure d'une équipe qui va autour de moi graviter pour m'aider, en fait, à me propulser. Et c'est un peu la logique que vous avez remis en place aussi dans le réseau ICM, c'est que vous avez les agents qui sont sur le terrain, qui connaissent extrêmement bien leur région, et puis vous avez aussi tous les pros, tu me racontais, avec personnes qui sont en charge plus d'accompagner sur les travaux, etc. Enfin, vous avez vraiment toute une ruche, et ça, c'est une force, je trouve. Je ne sais pas si le mot ruche est adapté. Tu me corriges si je dis des Il faut bêtises. prendre le mot ruche, oui, oui, sans problème. Et ça, je trouve que c'est vraiment une force. Et c'est marrant parce que je vois qu'en fait, cette logique-là, tu l'as eue dès le début, au final. C'est ça qui a fait ton succès, je pense. Alors, pour des gens qui nous regardent et qui se disent, OK, ça me motive bien ce que dit Alexandre, moi j'ai bien envie de me lancer, mais j'ai un peu peur. Est-ce que tu as des conseils? Parce que vous voyez beaucoup de néo-investisseurs, on peut dire, de nouveaux investisseurs dans le réseau ICM qui viennent vous voir pour dire, voilà, j'ai envie de me lancer. C'est quoi tes conseils pour investir et bien faire les choses quand on a un peu peur de se lancer? Alors, il va y avoir surtout un conseil. En fait, il y a deux choses. Soit on est formé, soit on est accompagné. Et en fait, on ne peut pas faire autrement. Il faut juste avoir ça en tête, se dire, si on n'a pas un des deux éléments, en fait, il ne faut pas faire. Et c'est en réalité comme ça que je rencontre des personnes, parfois qui se tournent vers nous après avoir eu quelques échecs et
et qui ont encore le courage quand même d'investir et de dire l'aventure peut être sympathique. Alors on sait que bien sûr, quand la première opération se passe mal, j'ai rencontré des gens abandonnés et ne plus avoir envie autour de moi, des personnes qui pensaient justement que ça allait bien se passer, mais en faisant soit sans être formés, soit sans être accompagnés, eh bien, ont eu des échecs et ne voulaient plus entendre parler d'investissement immobilier. Donc ça, voilà, je décris un peu de manière un peu sombre, mais il faut faire très attention. Alors, se faire accompagner, c'est relativement simple. Quand je dis se faire accompagner, ce n'est pas forcément passer par une société d'accompagnement. Oui, le réseau ICM fait ça. Je ne prêche pas que enfin, je ne vais pas prêcher pour ma paroisse. Se faire accompagner, ça peut être tout simplement quand on ne maîtrise pas le sujet des travaux, quand on achète un appartement qu'il faut rénover, eh bien, c'est de ne pas vouloir estimer tout seul, si on n'est pas un professionnel du bâtiment, les travaux. C'est avant même de faire une proposition d'achat, euh, de venir avec une entreprise, avec plusieurs entreprises s'il le faut, éventuellement, pour récupérer plusieurs devis. Aujourd'hui, c'est très facile. Il y a beaucoup de plateformes en ligne qui permettent la mise en relation avec des professionnels du bâtiment. Il suffit de formuler notre demande en ligne et on va être mis en relation. Et en plus, c'est merveilleux parce que on rencontre que des entreprises qui sont soumises à la terrible loi des votes, des avis et des étoiles. Donc, on rencontre en réalité des personnes qui vont être notées ensuite, et si la note n'est pas bonne, eh bien, elles ne pourront plus prétendre à être mises en relation à travers ces plateformes. Donc, c'est quand même une garantie de rencontrer des bonnes personnes, enfin des personnes fiables, des personnes qui ne vont pas abandonner le chantier, et des personnes qui vont tenir le prix annoncé. Forcément, la note, comme sur Airbnb, comme sur Booking, la note pourrait diminuer si le client n'était pas satisfait. Donc, voilà, c'est très simple. Euh, quand on veut faire une acquisition peut-être dans un endroit précis, eh bien, il ne faut pas penser qu'on connaît les prix. Il faut rencontrer les agents immobiliers. C'est les agents immobiliers qui nous donnent conseil et qui nous disent quelle est la valeur d'un bien sur le marché. Et moi, quand je vais dans une autre ville, je ne peux pas deviner. Je suis un professionnel de l'immobilier, je maîtrise mon secteur. Quand je sors de mon secteur, je suis bien obligé d'aller voir, alors je les appelle des confrères, mais c'est eux qui me disent si telle rue vaut 2 000 euros du mètre carré ou 4 000 ou 6 000, et je suis incapable de le faire. Et donc, s'entourer, être accompagné, ça veut dire vraiment écouter les professionnels, ouvrir grand ses oreilles, prendre des notes et ne pas penser qu'on sait tout. Pas sur le premier, ce serait très dangereux. Et pareil pour la conciergerie. On aurait tendance enfin, on pourrait penser qu'en faisant une analyse nous-mêmes sur les sites d'annonces de location courte durée, qu'on va trouver le prix. En réalité, non, c'est plus compliqué. Les plateformes prennent des frais qui ne sont pas expliqués quand on regarde les prix. Les ménages ont un coût. Et donc, c'est pour ça, quand je prenais l'exemple des sociétés de conciergerie, eh bien, être accompagné, c'est les consulter et les écouter. Et ça, c'est très, très important. Une fois qu'on est formé, pas de problème. On peut aller un petit peu plus vite et faire avec un petit peu moins de monde, mais voilà, c'est super important. Accompagner ou former. Juste une petite chose, tu disais pour ceux qui ont peur. Alors, la réalité, c'est que la peur, elle va pas disparaître forcément parce qu'on est accompagné. Quand on est lors du premier, la peur, elle existe, elle est normale. Et moi, je dis toujours, alors c'est ce que je dis à mes clients, je dis, la première fois que tu as conduit une voiture ou que tu as fait peut-être ton premier rendez-vous à l'auto-école, tu avais peur. C'était une première fois. Et c'est normal d'avoir peur une première fois. Quand tu es monté sur un vélo la première fois, tu as eu peur. Mais c'est en pratiquant que tu as appris et que finalement la peur s'est en allée. Et donc, c'est normal d'avoir peur la première fois. Pour certains, j'aime bien prendre l'exemple de la petite amie. Je leur dis, mais tu as eu un petit ami ou une petite amie et le tout premier rendez-vous, ton premier rendez-vous galant, est-ce que tu as eu peur? Et souvent, la réponse est bah oui, j'étais pas fier. Et on est tous passés par là dans notre vie, c'est normal de ressentir cette peur. Il faut juste se dire que, voilà, faut pas se dire si j'ai peur, j'y vais pas. Non, la peur, c'est humain, c'est un sentiment tout ce qu'il y a de plus normal. Et c'est en pratiquant que la peur s'en va et puis qu'on progresse. Et donc, c'est normal d'avoir peur.
mais il ne faut pas que ça nous empêche d'avancer. On peut se faire accompagner, entourer, euh, partager avec des proches le projet qu'on est en train de faire et ça aide à surmonter la peur, mais elle ne va pas disparaître, ça va être à nous de la surmonter. Voilà. Et je trouve que la métaphore de l'auto-école que tu donnes, elle est assez intéressante parce qu'au final, ouais, c'est un peu ça. Quand on se fait accompagner pour se lancer sur un premier investissement, bah, c'est nous qui sommes au volant parce qu'au final, c'est nous qui signons chez le notaire quand même, in fine. Mais on a le moniteur auto-école qui est avec nous, qui est la personne qui nous accompagne dans l'investissement. Et c'est vrai que j'aime bien cette métaphore. Est-ce qu'il faut quand même se poser la question quand on arrive pour à souscrire un accompagnement comme ça, est-ce que je souhaite, on donnait l'exemple tout à l'heure, transmettre juste un patrimoine à mes enfants, donc faire vraiment du patrimoine, ou est-ce que je veux un complément de revenu au quotidien, ou est-ce que, je ne sais pas, autre scénario, je veux, je ne sais pas, créer un gîte, est-ce que, tu vois, est-ce qu'il faut se poser quand même cette question-là avant de venir? Alors, il faut se la poser. Alors, généralement, quand on en est au stade de l'investissement, alors il y a peut-être des personnes qui veulent investir juste pour faire comme les copains. Je ne sais pas trop, mais alors, enfin, oui, ça existe et en réalité, j'en ai rencontré. Mais c'est bien aussi, il y a aucun problème. Mais généralement, on sait déjà poser la question. Nous, on rencontre dans le réseau ICM beaucoup de clients qui sont des primo-investisseurs qui se tournent vers nous, alors justement parce qu'elles ne se retrouvent pas dans l'offre traditionnelle des agents immobiliers. Ce sont des investisseurs, mais avec des agences traditionnelles, l'agent immobilier va disparaître bien souvent au moment de la vente définitive et de l'acte authentique. Et pour une première fois, se dire qu'ils vont organiser les travaux seuls, l'ameublement, l'installation des locataires, ben ça fait un petit peu beaucoup en plus d'être sur le premier achat. Et donc, elles se tournent vers des sociétés d'accompagnement comme la nôtre en l'occurrence. Alors, souvent, les personnes ont déjà un pourquoi, avant même de se dire je vais investir. Le pourquoi, ça va être je prends de l'âge, je veux transmettre à mes enfants quelque chose. Pour d'autres qui vont être plus jeunes, parfois même à 20 ans, certains se disent, enfin nous disent, bon, la retraite, on n'y croit plus, il n'y en aura pas, donc on veut se prendre en main et clairement, on veut investir dès maintenant parce qu'on veut à un moment avoir un patrimoine immobilier qui va nous générer du revenu parce que on trouve l'avenir un petit peu incertain en tout cas. Voilà. Pour d'autres, ça va être de faire un petit investissement parce que dans une ville où ils se disent que ça pourrait servir plus tard à leurs enfants qui seront en études dans cette grande ville. Euh, il y a plein de raisons, souvent les personnes l'ont déjà. Il arrive que les personnes ne l'aient pas, il y a pas de mal, il y a pas de mal à ça, vouloir investir pour pouvoir investir, il y a aucun souci là-dessus. Alors bien sûr, que les personnes aient déterminé leur pourquoi ou pas, la première étape, en tout cas chez ICM, c'est d'établir on va appeler ça un cahier des charges de l'investissement. On va essayer de comprendre le pourquoi, on va essayer de comprendre le besoin du client. Et en fonction du besoin, qui peut être de transmettre, et qui peut être de créer du revenu instantanément par le jeu du cash flow positif. Mais il faut que tout ça se soit très clair. Et la première chose, c'est d'établir un cahier des charges qui va permettre de diriger la recherche du bien immobilier, qui devra bien sûr correspondre aux attentes du client et aux besoins du client. Et évidemment, on ne va pas proposer la même typologie de bien immobilier si la personne veut du revenu ou transmettre un patrimoine immobilier. Les budgets vont être différents, les localisations, la stratégie de location va être différente. Et voilà, donc, on peut avoir défini son besoin, on peut ne pas l'avoir défini, ce n'est pas bien grave. Quand on est entouré par des professionnels, je pense que la majorité aujourd'hui des professionnels ont cette démarche de comprendre le client avant même de démarrer leur travail. Enfin, j'ose espérer que ce soit le cas en tout cas. Ok, top. Je sais que tu vois aussi passer beaucoup de dossiers. Est-ce que tu as vu peut-être des grosses erreurs qui ont été faites à ne pas faire ou des erreurs que les gens auraient fait dans le passé avant de vous rejoindre? Euh, et est-ce que tu peux nous en raconter une, comme un écueil dans lequel ne pas tomber, par exemple, ou je sais pas, ou même dans ton réseau, des erreurs que tu aurais vues en investissement immobilier? Pour des clients? Ben, pour des clients, non, j'imagine que dans le réseau ICM, quand on est accompagné, on tombe pas dans les écueils, justement. Mais je sais pas, peut-être dans le passé immobilier ou dans ton réseau, des gens qui ont investi, qui auraient fait des erreurs en investissant, je sais pas. Je sais que par exemple, j'en cite une parce que c'est celle que moi j'ai en tête, que je vois souvent, c'est le fait d'investir. Alors oui, ça, je crois que tu vas me dire que tu n'es pas d'accord avec ça.
Non, dis-moi, dis-moi, je Je m'en l'ai prie, dit quand bah. même. Mais parce que tu as expliqué tout à l'heure pourquoi justement tu n'es pas d'accord avec ça, je pense. Mais une erreur que moi j'ai vue, c'est d'investir en courte durée en attendant la rentabilité uniquement de la courte durée, que le bien ne soit pas rentable en longue durée. Et auquel cas, si à un moment donné il y a un problème, c'est plus rentable. Mais je crois que tu vas me répondre que parfois ça a du sens justement pour acquérir ce genre de biens patrimoniaux de centre-ville avec un caractère historique. Bon, est-ce que tu as un autre exemple qui n'est pas celui-là? Oui, oui, oui. Alors, oui, oui, il y a il y a enfin, des erreurs. On va dire que c'est oui, c'est un parcours qui n'était pas simple pour certaines personnes, effectivement, que j'ai rencontrées quand j'étais agent immobilier ou à la tête du réseau ICM, en effet. Euh, alors, quand on veut, alors, il se passe un moment dans la vie où on se dit, je vais franchir le pas et je vais faire un investissement locatif. Sauf que ça ne se produit pas forcément à la naissance, hein. Ça peut se produire à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans. Et forcément, on a fait des choses auparavant, avant de prendre cette décision de faire un investissement locatif, qui parfois vont nous mettre des bâtons dans les roues. Alors, je ne vais pas dire que c'est forcément des erreurs, ça fait partie du parcours. Et c'est grâce à ça qu'on a appris. Et j'ai presque envie de dire que ça n'est pas une erreur d'avoir appris par l'expérience. C'est mon cas. Moi, je suis quelqu'un qui n'est pas formé par les diplômes, justement, mais par l'expérience. Mais il m'arrive de rencontrer des problématiques avec certains profils de clients. Je vais prendre l'exemple peut-être le plus fréquemment rencontré. Ce sont des personnes qui sont propriétaires de leur résidence principale, qui ont des revenus, qui ont un endettement sur la résidence principale et qui malheureusement, en tant que particuliers qui investissent en personnes physiques, eh bien, elles sont déjà à 25, 30, 35% d'endettement et elles souhaitent investir. Alors, ça peut en fait, ça peut être un espèce de rebondissement, hein, pour toute la famille, hein. Attention, parce que il arrive parfois d'être confronté à une situation où on sait que, il va être nécessaire de revendre la résidence principale pour que la famille reparte en location quelques temps, donc quelques mois, voire quelques années, si vraiment le but ultime, c'est d'investir, et en étant en location, avec un loyer inférieur au remboursement de prêt, euh, de, de retrouver une capacité d'endettement et de pouvoir aller sur l'investissement. Comme je l'ai dit juste avant, c'est mon cas. Moi, actuellement, je suis propriétaire de plusieurs biens, mais locataire de ma résidence principale. Donc, il arrive parfois que des personnes soient un peu ça leur met un petit coup sur la tête, hein, mais elles veulent arriver à leur fin et devenir enfin, investir et avoir du patrimoine parce qu'elles pensent à l'avenir, dans 20 ans, dans 30 ans. Et donc, parfois, il faut revendre la résidence principale. J'ai rencontré, je vais prendre un autre exemple, celui de l'investissement locatif qui aurait été mal fait. Alors, bien sûr, il y a l'exemple du Pinel qui revient à chaque fois. Alors, moi, je ne suis Oui. pas complètement tranché sur le sujet. Ah Il bon? existe des bons investissements fiscaux, Pinel également, et j'ai rencontré des personnes qui avaient fait de bons investissements parce que la logique d'achat au mètre carré était bonne. Bien sûr, ce n'est pas toujours le cas, mais j'ai vu des gens faire de bons investissements Pinel. On entend souvent les histoires du Pinel qui s'est mal placé, où l'effort d'épargne mensuel est considérable. Et puis, on a acheté un bien trop cher et tout ça, on connaît. Mais sans même être sur de l'investissement locatif où l'objectif, il était fiscal. J'ai vu des personnes acheter des biens et être déjà propriétaires de biens immobiliers qu'ils mettaient en location, mais euh, parce qu'elles avaient acheté le bien avec leurs émotions plus qu'avec leur calculette, leur calculatrice. Je prends un exemple. Le bel appartement qui fait envie, qui a beaucoup de charme, qui est bien placé, ou dans lequel on se verrait bien vivre, eh bien, on va l'acheter. Alors, cet appartement très agréable dans lequel il n'y a pas de travaux, eh bien, on va l'acheter, bien évidemment, cher au mètre carré par rapport à ce qu'on pourrait trouver, parce que c'est un achat émotionnel, parce qu'il est déjà rénové. Et on sait qu'un appartement très abîmé plus le coût des travaux reviendrait moins cher qu'un appartement déjà terminé. C'est comme ça que travaillent les marchands de biens, bien évidemment. Ils rénovent et ils font une marge sur cette opération. Et donc, euh, il arrive que je rencontre des personnes qui soient propriétaires d'un bien dans lequel il y a des locataires, mais la rentabilité n'est pas au rendez-vous. Il y a une rentabilité de 3%, de 4%,
Et c'est ce bien en particulier qui va les empêcher d'en faire de nouveau. Le banquier, quand on lui présente un dossier, il prend en compte nos revenus. Alors, revenus brut global, ça veut dire revenus du travail, revenus locatifs, autres revenus s'il y en a, revenus de l'entreprise, des dividendes, ce genre de choses. Et donc, à côté de ça, il y a les dépenses, les crédits qui existent, et c'est ce qui va, c'est le calcul de ces choses qui va provoquer la capacité d'emprunt ou pas. Et donc, j'ai rencontré des personnes qui avaient 1 000 euros de mensualité sur un bien immobilier, et donc, enfin de mensualité, de remboursement de prêt, pardon, sur un bien immobilier, mais elles n'encaissaient en loyer que 600 euros tous les mois. Et donc, forcément, il y a un problème. Elles ont un investissement immobilier qui n'est pas du Pinel, dans lequel elles font un effort d'épargne. Ça veut dire que pour rembourser la dette pour l'acquisition de ce bien immobilier, elles remettent de leur poche 400 euros tous les mois. Et donc, forcément, il y a des investissements comme ça. Alors oui, c'est un bel investissement, il nous plaît. On a placé son argent dans la pierre, mais en réalité, cette dépense mensuelle pour couvrir le crédit ou les différentes charges de taxes foncières, de copropriété ou de la rénovation du bien immobilier, eh bien, nous empêche d'avancer. Et quand on n'est pas sur de l'investissement rentable dans les premières acquisitions, eh bien, ça peut nous empêcher d'aller plus loin ensuite, plus vite. Et il est très important d'acheter, en tout cas dans un premier temps, des biens qui soient très rentables et qui nous permettent d'avoir une capacité d'endettement qui soit toujours le plus proche de zéro. Alors, c'est parfois compliqué, il faut être très rentable. Il y a des banquiers qui pondèrent les loyers à hauteur de 50%. Ça veut dire que même si on a un bien immobilier dans lequel on a un remboursement de prêt de 500 euros par mois et qu'on a un loyer de 500 euros par mois, eh bien, quand le banquier, dans sa logique de calcul, pondère à 50%, il ne prendra pas 500 euros par mois de revenus, mais il va prendre que 250. Et ça, c'est le genre de choses, quand on ne maîtrise pas ces manières de calculer des banquiers, qui nous empêchent d'en faire un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Et quand on est bloqué, on est bloqué. Donc, parfois, il faut revenir en arrière, il faut revendre des choses pour repartir de plus belle, mais il est parfois nécessaire de revendre. C'est actuellement mon cas, je revends des biens pour pouvoir rebondir. Top, super intéressant. Alors, si quelqu'un nous écoute et se dit, waouh, super, j'aimerais bien que la société d'Alexandre m'aide à investir, est-ce que tu peux nous raconter plus précisément ce que vous faites chez ICM, comment ça se passe, comment ça démarre, comment ça termine, qu'est-ce qui se passe? Alors, comment ça se passe chez ICM? Alors, chez ICM, ça se passe comme quand, je vais prendre un exemple, je vais me prendre moi un exemple, comme quand moi, Alexandre Séric, j'investis dans l'immobilier. Pour expliquer, en fait, je vais raconter comment est né le réseau ICM en réalité. Moi, j'étais un investisseur immobilier. Enfin, j'avais démarré, puis j'avais un petit peu de réussite, de modeste réussite, mais je générais du cash flow positif et j'ai pu enchaîner les acquisitions dès le début parce que j'étais sur des stratégies d'investissement quand même assez rentables. Forcément, il y a des proches à moi qui se sont demandé comment on faisait et qui m'ont demandé conseil et qui m'ont demandé de les accompagner. Alors, je n'étais pas accompagnateur, le terme, il n'existait même pas à l'époque dans mon monde. Et donc, j'ai des proches, ma petite sœur, des amis, des membres de ma famille qui m'ont dit, bah, on aimerait que tu nous aides à faire pareil. Et donc, voilà que sur mon temps libre, je me retrouve à rechercher des biens pour mes proches. Et puis, comme ils voulaient du rentable, et puis je voulais aussi qu'ils fassent du rentable, parce que j'essayais de leur donner conseil correctement, euh, j'organise des rendez-vous avec des artisans. En fait, je leur donne mes contacts d'entreprise et je leur recommande mes entreprises. Donc, je leur file mes contacts. Et puis, me voilà sur place pour chiffrer les chantiers avec elles, parce qu'elles ont besoin de moi pour leur donner conseil. Et puis, finalement, en fait, je les aide dans toutes les étapes jusqu'à la fin. Pendant le suivi de chantier, je leur donne encore conseil, et puis à l'acte authentique, et puis partout. Et donc, je le fais une fois, et puis deux fois, et puis trois fois. Et surtout, moi, j'avance dans l'investissement, mais bien sûr, comme tous les investisseurs, je n'arrive pas à faire financer tout ce que j'aimerais acheter. Des bonnes affaires, j'en ai plein, mais sauf que le banquier, bah, comme tout le monde, il me dit stop. Et il me dit stop plusieurs fois dans l'année. Donc, j'ai d'un côté des personnes qui veulent investir et qui seraient prêts à me payer pour que je les aide à investir.
Et de l'autre côté, j'ai des biens rentables. Donc, l'entreprise, elle est née comme ça. William avait fait ce constat avant moi. Et puis, en fait, on s'est dit, mais si on en faisait une entreprise, on va monter une entreprise d'accompagnement de personnes. Et c'est né tout simplement comme ça. On fait pour nos clients ce qu'on aurait fait pour nous-mêmes. Donc, quand une personne prend contact avec l'entreprise, eh bien, pour moi, c'est comme quand ma petite sœur m'appelle et me demande de l'aider à investir. Donc, je vais citer les process sur lesquels on intervient. C'est relativement simple, mais en fait, on est là vraiment du début à la fin. Et c'est ce que font nos accompagnateurs. On a d'abord accompagné des clients sur la région de Rouen. C'est William qui faisait ça dans un premier temps, puis je l'ai rejoint. Et puis la demande, elle a tellement grandi qu'on a été complètement dépassé par cette demande. Et puis la demande, elle était à Rouen, puis aussi à Paris, puis à Lyon, puis à Montpellier, puis à Nantes. Et en fait, quand on a commencé à recruter, alors aujourd'hui, on a une vingtaine d'agents commerciaux. Euh, on a imaginé en fait des petits Alexandre et des petits William partout en France. Et c'est comme ça que le réseau est né, en fait. Je ne vais pas dire malgré nous, mais presque. Alors, pas malgré nous, parce qu'on voulait faire ça. C'est notre passion, l'immobilier, avant même d'être un métier ou une activité ou une entreprise, c'est une passion. C'est une passion qui est partagée par les membres. On a un critère de recrutement qui est peut-être un peu dur pour certains, et c'est pour ça qu'on n'est pas un grand réseau. On recrute des personnes qui sont soit des agents immobiliers expérimentés, soit des investisseurs immobiliers. Et aujourd'hui, on a un réseau qui est constitué uniquement d'investisseurs immobiliers aguerris. Ils sont tous personnellement investisseurs. Donc, ce qu'on veut pour nos clients, ce n'est pas qu'ils soient accompagnés par des agents immobiliers. On veut qu'ils soient accompagnés et qu'ils travaillent en binôme avec un investisseur aguerri. Moi, quand j'étais plus jeune, lors de mon premier investissement, j'aurais aimé avoir un mentor, avoir un référent qui me donne conseil et qui me dise s'il est bon d'acheter ce bien-là ou pas, si le budget de travaux il est pertinent ou pas, si la dépense de plomberie elle est cohérente et qui m'aurait conforté sur la valeur locative que j'avais imaginée. J'aurais été beaucoup plus vite. Et on parlait tout à l'heure des peurs. J'aurais peut-être eu moins peur si quelqu'un d'expérimenté euh, m'avait donné conseil ou avait été à mes côtés en me disant bah, Alexandre, tu peux faire ça, je suis là pour te donner conseil. Donc, l'expertise qu'on veut amener, c'est ça. Alors, on s'occupe dans le réseau ICM de plusieurs choses. Donc, c'est la recherche et la prospection du bien, une fois que le cahier des charges a été établi. Donc, recherche, prospection, négociation et bien évidemment organisation de signatures, de compromis et d'actes authentiques. On a une expertise de courtier en travaux. Ça veut dire que c'est nous qui allons trouver les entreprises partenaires sur chaque secteur qui vont travailler avec nous. Alors en réalité, ce n'est pas bien compliqué, hein, tout ça, le mot courtage en travaux, ça peut paraître un gros truc, alors pas du tout. En réalité, on fait travailler des artisans qu'on a déjà fait travailler pour nous-mêmes. Les clients qu'on accompagne sur la région de Rouen, eh bien, ce sont mes propres artisans qui travaillent dans mes appartements, qui travaillent chez mes clients. C'est des gens en qui j'ai confiance, c'est des gens avec qui il y a une vraie amitié qui existe pour le coup, ce sont mes amis pour la plupart, et ce sont ces personnes qui vont travailler chez nos clients. Quand il s'agit d'un projet à Lyon, c'est pareil. L'accompagnateur de Lyon, en fait, il ouvre son carnet d'adresses à ses propres clients et c'est ces artisans à lui qui vont aller travailler sur les chantiers. Donc, voilà le courtage en travaux. Alors, bien sûr, ça s'appelle courtage en travaux parce qu'on sélectionne les entreprises, on met en relation avec les clients et surtout, on fait le tri des devis, des offres, on compare les prix des travaux. Et quand on met un devis à notre client pour la réalisation d'une réfection d'un immeuble ou d'un appartement, eh bien, c'est nous qui avons fait ce travail de recherche de l'entreprise, de sélection de l'entreprise et de sélection du devis. On a une partie qui est qu'on va appeler le suivi de chantier. Nous sommes les yeux, les oreilles, les bras, les pieds de nos clients quand ils ne sont pas là. Donc, on fait, quand on dit un accompagnement, c'est un reporting de ce qu'il se passe sur le chantier. On a des clients qui investissent à distance ou qui sont tout simplement des expatriés. Ils habitent au bout du monde, mais comme ils sont résidents français, fiscalement français, ils ne peuvent emprunter que dans des banques françaises et acheter du patrimoine immobilier qui est situé en France métropolitaine. Et donc, eux ne sont pas là. Ils sont aux quatre coins du monde pour leurs activités professionnelles, souvent dans de grandes entreprises. Et ils doivent investir pour résoudre un problème fiscal, mais elles ne sont pas là. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est un reporting pendant le chantier.
Ça veut dire qu'au moins une fois par semaine, parfois 2 fois selon la complexité des chantiers, euh, il y a des photos qui sont faites, des vidéos qui sont faites, des rendez-vous en visioconférence sur place où l'accompagnateur il est présent avec son téléphone, il filme, il explique ce qui s'est passé. On travaille toujours en partenariat avec une société de maîtrise d'œuvre. Sur chacun des chantiers, il y a une entreprise de maîtrise d'œuvre qui est nommée et qui garantit le chantier, qui contrôle les dépenses et qui a une vraie responsabilité. Nous, on est des professionnels de l'immobilier. On veut que ce soit des professionnels de la maîtrise d'œuvre qui fassent de la maîtrise d'œuvre. C'est très important. Bien sûr, on met en relation avec des décorateurs d'intérieur qui font l'aménagement, l'ameublement et on est là tout à la fin pour l'installation des locataires. Donc, on fait de la transaction locative également. C'est nous qui allons rechercher les locataires, signer les baux, installer les locataires, faire les états des lieux d'entrée. Et en fait, on ne vend pas un bien immobilier à un client, on lui vend une rentabilité, on s'engage à la tenir. Parce que ce qu'on a marqué noir sur blanc, eh bien, nous, on va jusqu'à la fin, on installe les locataires et on dit à notre client, voilà les clés, c'est en place, il n'y a plus rien à faire. Et voilà. Donc, bien sûr, dans le cas de la courte durée, notre expertise s'arrête au moment donc à la fin de l'ameublement et il y a systématiquement la mise en relation avec une société de conciergerie que nous avons sélectionné, avec qui nous avons échangé, dont nous connaissons les tarifs. Alors bien souvent, cette même société qui avait indiqué quel était le positionnement prix en amont. Et donc, c'est un passage de main de notre client vers la société de conciergerie qui prendra le relais. Donc forcément, on ne peut accompagner nos clients que sur des secteurs où on identifie des sociétés de conciergerie. Alors aujourd'hui, c'est grande partie du territoire, mais dans des milieux un petit peu ruraux, même s'il y avait une activité existante, si on n'a pas un partenaire qui permettrait une délégation complète de la conciergerie, on ne fait pas d'accompagnement sur ces secteurs. Parce qu'on veut vraiment donner des business clés en main à nos clients qui soient complètement passifs et dont il n'est pas besoin de s'occuper. Voilà, c'est ça notre expertise, en tout cas, c'est de l'accompagnement et de l'investissement clé en main. Top, super intéressant. Alors, si on veut te retrouver, si on veut retrouver la société, comment on fait? Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on écrit? À qui on écrit? Alors, je vais donner le site internet, hein. C'est la manière la plus simple et la plus fluide de comprendre nos expertises et de prendre contact avec nous. Le site internet s'appelle réseau au singulier icm.fr, donc réseau-du6 icm.fr. C'est là que vous pouvez retrouver les explications de notre expertise. Vous pouvez prendre contact avec nous. Vous pouvez réserver un rendez-vous pour faire un premier point et un bilan de votre recherche ou de votre situation actuelle pour déterminer si nous allons travailler ensemble ou pas. Alors, bizarrement, quand je dis il faut aller sur ce site, ce n'est pas pour qu'il y ait beaucoup de clients qui viennent. On sait on n'est pas pertinent pour tous les clients. Il nous arrive parfois de ne pas pouvoir travailler avec certains clients parce qu'ils ont des demandes et des exigences de rentabilité qui sont au-delà de ce qu'on constate sur les secteurs. Et il nous arrive parfois de dire à des personnes qui voudraient 13% de rentabilité, ça arrive sur tel secteur, qu'on ne sera jamais en mesure de satisfaire cette demande. On est des professionnels, mais on n'est pas des magiciens, malheureusement, et on fait avec les réalités qu'on constate sur le marché. Alors, bien sûr, avoir 13% de rentabilité, ça existe. Euh, je dis parfois à certains clients eh bien qu'ils auront 13% de rentabilité dans leur secteur si elles recherchent par elles-mêmes, si elles font les travaux elles-mêmes. Bien sûr, si elles peignent l'appartement elles-mêmes, elles font le carrelage et qu'elles font l'ameublement, eh bien, elles vont éviter tout un tas de frais et l'investissement leur coûterait beaucoup moins cher. Et donc, je ne les incite pas à passer par notre société. Mais voilà, nous, on répond à des personnes qui n'ont pas le temps, qui ne peuvent pas faire elles-mêmes, qui sont trop occupées pour s'occuper de leur investissement, des recherches, du suivi de chantier, c'est prenant. Et voilà, donc il nous arrive parfois d'être incompatibles et de ne pas travailler ensemble. Donc voilà, sur le réseau ICM, en tout cas, vous pouvez réserver un rendez-vous directement pour faire le point. Alors, bien souvent, c'est avec moi ou avec William, mon associé, que ce point est fait. Et ça permet d'établir le cahier des charges et éventuellement de voir si on va être compatible, si on va pouvoir travailler ensemble ou pas. Vous allez retrouver
les différents secteurs sur lesquels on travaille. Il y a même, vous allez même voir qui sont les personnes. C'est ça qui est important, c'est l'humain finalement dans notre métier. Et vous pouvez même retrouver les accompagnateurs qui sont les membres du réseau dans chacune des villes. Il y a leurs photos, il y a pas mal de choses. Et donc, on a une bonne compréhension sur le site internet de l'entreprise. Et puis sinon, bien sûr, bah, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, un peu partout, on est présent. Bah, moi, je mettrai tous les liens. Comme ça, les gens n'ont qu'à cliquer pour pouvoir te retrouver, vous retrouver sur le site et puis aussi les réseaux sociaux et même LinkedIn. Je mettrai votre LinkedIn si quelqu'un veut vous écrire sur LinkedIn. Bah, écoute, Ce merci. sera un grand plaisir parce que je pense que certains investisseurs nous regardent là dans cette vidéo et on recrute toujours pour satisfaire une demande qui est toujours plus grande. On a beaucoup de clients qui attendent des investissements. On n'arrive pas à tous les satisfaire et donc pour ça, on recrute. Si jamais certains veulent vivre de leur passion qui serait l'immobilier, alors on est en période de recrutement pour des investisseurs, hein, pas forcément des agents immobiliers, je l'ai dit tout à l'heure, des investisseurs qui voudraient faire pour des clients et gagner leur vie avec cette expertise qu'ils font déjà pour eux-mêmes, eh bien, LinkedIn est un réseau qui sert entre autres à recruter. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à venir nous voir, à postuler. On sera ravis d'échanger avec de nouveaux investisseurs avec qui on partage une passion commune. Top, super. Bah, écoute, merci beaucoup Alexandre, c'était hyper intéressant tout ce que tu nous as partagé. Merci beaucoup pour ton temps et pour toutes ces pépites que tu nous as transmises aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir invité. J'espère que ça donnera envie à certains de se lancer dans l'investissement locatif, peut-être de se lancer dans une activité professionnelle qui soit liée à l'immobilier après avoir été investisseur. En tout cas, ce sera un plaisir. Mais merci beaucoup, Élise, de nous avoir donné la parole. Merci à toi. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez cliquer juste en dessous de cette vidéo sur les liens en commentaire pour aller découvrir tout de suite le site du réseau ICM et voir plus précisément les zones, les personnes qui pourraient s'occuper de votre région et demander un rendez-vous pour en savoir plus. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube et si vous avez aimé notre échange aujourd'hui avec Alexandre, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner avec la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos qu'on pourrait publier avec des gens tout aussi passionnants qu'Alexandre. Voilà, moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.